Salut! Alors aujourd'hui je vous prends en face cam, il y aura pas de petit vlog, je voulais juste en fait parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui me parle beaucoup depuis que j'ai vécu tous ces changements dans ma vie. Donc aujourd'hui on va parler des 20 choses que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine. Donc si je pouvais revenir en arrière et parler à la moi de 20 ans, il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir. Sur mon corps, sur le mental, sur la vie, sur le sport, sur les amitiés et surtout sur la maternité. Donc aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous 20 choses que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine qui auraient potentiellement pu m'aider à avancer plus vite et plus sereinement. Et peut-être que ça peut t'aider toi aussi si tu en es là aujourd'hui. Donc si tu es dans une phase où tu veux prendre soin de toi, tu veux progresser et tu veux trouver ton équilibre, cette vidéo est faite pour toi. Donc partie numéro 1, corps, sport et mentalité. 1. Ton corps n'est pas ton ennemi. Si je regarde de temps en temps sur le côté, c'est normal parce que je me suis mise quelques notes pour ne pas tout oublier parce qu'il y en a quand même 20. J'ai passé tellement de temps à critiquer mon corps, à ne pas l'apprécier, à ne pas le comprendre, qu'au final, j'ai passé plus de temps, je pense, maintenant à mes 31 ans, à ne pas aimer mon corps plutôt qu'à comprendre que je pouvais travailler avec lui et pour lui et donc pour moi. Parce que c'est une phrase que je me répète assez souvent, mais ton corps c'est ton vaisseau. Littéralement, c'est celui qui est censé t'accompagner toute ta vie. C'est la seule part de toi qu'il va te rester à la fin et tu seras seul avec ce corps. Il y aura pas ton mari, il y aura pas ton copain, il y aura pas ton enfant, il y aura pas ton animal. Littéralement, ton corps est comme tu le traites. Aussi simple que ça. Plus tu vas en prendre soin, plus il va te le rendre. Moins tu vas en prendre soin, plus tu vas subir. Numéro 2. Le sport doit faire partie de tes priorités. Malheureusement, je ne suis pas dotée de la génétique des skinny, loin de là. Donc le sport doit faire partie de mon code génétique. C'est tout. C'est comme ça. J'avais fait du hand quand j'étais adolescente. J'ai adoré ça. Et ce qui est bien, c'est que j'ai quand même l'esprit de compétition, ce qui fait que ça m'a beaucoup aidé et j'ai passé des moments extraordinaires avec mon équipe de hand. Surtout, j'avais la chance de jouer avec ma sœur. Donc, des pépites. Mais voilà, le sport doit faire partie de tes priorités et surtout ne pas t'arrêter d'en faire. Voilà. Dans mon cas, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de périodes où j'en faisais plus. En fait, mon corps doit en faire. Et je pense que la plupart des gens doivent en faire. Et surtout, une chose essentielle pour éviter aussi tous ces yo-yo que j'ai pu faire dans ma vie. Donc, j'aurais aimé savoir que ça ne sert strictement à rien d'utiliser le sport pour compenser ce que je mange. Il faut apprendre à manger et prendre le sport comme un bonus à côté, un plaisir, un loisir et non quelque chose qui te punit de ce que tu manges. Numéro 3, la constance vaut mieux que la perfection. J'aurais aimé savoir ça beaucoup plus tôt. Dans mon cas, je suis une perfectionniste maladive. C'est ça souvent qui me bloque dans beaucoup de projets que j'ai, de choses que je veux faire. Je me dis qu'il faut toujours que ce soit parfait avant de faire. Alors finalement, vaut mieux faire plutôt que ne pas faire. J'aurais dû surtout garder en tête que je dois mettre en place des routines simples et atteignables. Numéro 4, et ça je l'ai compris très tard malheureusement. Littéralement, je l'ai compris l'année dernière. Quand j'ai démissionné, février 2025, j'ai démissionné pendant mon congé parental, sachant que je travaillais depuis l'âge de 21 ans. Je pense comme beaucoup, malheureusement, dans ce monde capitaliste, le travail faisait partie de mon ADN. J'ai toujours fait partie de la team qui faisait facilement de l'excès de zèle au travail, alors que ça ne te rapporte rien. C'est pas ton entreprise. Et quand tu pars, on te remplace. C'est tout. Gardez en tête que personne ne te félicitera pour ton excès de zèle, même si ça t'amène au burn-out, et surtout pas en France. Donc fais ton travail et rentre chez toi. Numéro 5. Tu n'as rien à prouver à personne. Je faisais partie de la team People Please. J'avais toujours besoin de reconnaissance, besoin qu'on me félicite, besoin de ma petite tape sur l'épaule, alors qu'au final, c'est pas ça qui apporte le bonheur et la satisfaction intérieure. Et même à la salle de sport, ou avec les réseaux, ou avec ton physique, et ni même avec quelqu'un en fait. Dis-toi que ton parcours n'a absolument pas besoin de validation. Tant que toi, tu valides ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu veux, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'une tape sur l'épaule, tu n'as pas besoin qu'on valide ce que tu es en train de faire. Tu n'as même pas besoin de demander à ta copine qu'est-ce qu'elle pense de ce que tu vas mettre. Et je l'ai fait. Partie 2. Lifestyle et équilibre de vie. Numéro 1. Sélectionne bien ton entourage. Pitié. Tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Et ça, il faut se le garder en tête. C'est pour ça que malheureusement dans ma vie, je l'ai fait et je suis pas fière de l'avoir fait parce qu'en fait, il aurait fallu que je prenne la décision plus tôt plutôt que malheureusement d'avoir à arrêter des amitiés. Personnellement, je suis une personne très émotionnellement connectée aux autres. Moi, je vais pas être du genre à créer des esclandres, à hurler, à crier. Pas du tout. Quand je n'en peux plus, quand je sens que je suffoque, quand je sens surtout que je n'y trouve pas mon compte, je m'en vais. Par contre, à partir du moment où je vais trouver des vraies amitiés, des vraies personnes qui me rendent autant que je donne, effectivement, il y a aucun problème. Je garde ces amitiés très longtemps. Je suis une personne loyale. Mais à l'époque, j'ai gardé malheureusement, ou j'ai laissé créer des amitiés que finalement, dès le départ, je savais ne pas vouloir. Mais j'ai forcé parce que je ne voulais pas blesser, j'ai forcé parce que je me disais, la personne est là, elle a l'air sympa, allez, on y va, on tente. Non. Surtout si tu sais à l'avance que la personne en face de toi, tu ne veux pas faire un bout de chemin avec, ne force pas. En amitié comme en amour, mais là on parle d'amitié. Les ruptures amicales, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez, les ruptures amicales font vraiment aussi mal, parfois même plus que les ruptures amoureuses. Surtout quand on croit être amoureux qu'on l'est pas. Et pour terminer sur ce sujet, choisis surtout de t'entourer de personnes qui vont t'aider à avancer, t'aider à progresser, t'aider à t'améliorer et qui vont toujours être là à te challenger pour que tu deviennes la meilleure version de toi. Une partie importante. Numéro 2, apprendre à dire non.
Dans notre génération, c'est devenu très dur de dire non. Et encore, je pense que la tendance est en train de changer. Mais apprendre à dire non, c'est tellement essentiel de dire non à quelqu'un, mais non point. En fait, qu'on commence pas à trouver des explications derrière, qu'on commence pas à croire qu'on est obligé de se justifier. Non est une réponse complète. Je pense que je le répéterai jamais assez. Mais non est une réponse complète. Non point. Il n'y a pas besoin de se justifier. Si tu veux pas, tu veux pas. Que ce soit en amour, en amitié, au travail, dans le sport, dans tous les aspects de ta vie. Si tu dis non, c'est non. Et surtout, ne reviens pas sur ce non parce que tu n'envoies pas le beau message à ton cerveau. En fait, littéralement, tu te trahis toi-même quand tu dis non et finalement tu fais. J'aurais dû apprendre à dire non plus tôt. Et plus sincèrement, surtout. Numéro 3, le lâcher prise. Je suis absolument nulle à ça. Mais c'est quelque chose qui aurait pu littéralement me sauver beaucoup de moments compliqués à cette période-là. Aujourd'hui, heureusement, je bosse dessus. Et c'est aussi pour ça que vous me voyez sur les réseaux. Ça ne sert à rien de se prendre la tête sur un sujet sur lequel tu n'as pas d'impact. Un sujet que tu ne peux pas changer toi-même. Une décision que tu ne peux pas prendre et que tu ne peux pas modifier. Il faut vraiment savoir lâcher prise. Et peu importe ce que tu fais, ce n'est pas toi qui décides. Et si vraiment le lâcher prise c'est très compliqué pour toi, bah tu sais quoi, apprends à planifier. Ça te permet d'être organisé sans être rigide et ça laisse de l'espace mental à ton cerveau. Numéro 4, ton environnement influe sur ton énergie. Ce que tu consommes va façonner toute ton existence. Les discours, les livres, les contenus, les personnes, les choses que tu vois, toutes ces choses vont participer à créer la personne que tu es aujourd'hui. Et je sais que cette vidéo ça fait très développement personnel, mais c'est des choses vraiment que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine qui m'auraient évité beaucoup de tracas et surtout beaucoup de mental breakdown. Donc c'est vraiment important de choisir avec conscience ce qu'on va consommer à tous les niveaux. Au niveau des livres, au niveau de tes activités, au niveau de ton sport, au niveau de tes proches, de garder autour de toi des choses qui ont vraiment des bonnes énergies, des bonnes fréquences. Et donc numéro 5, mets en priorité ton bien-être. On arrête de faire passer les autres avant soi, on priorise son bien-être avant quoi que ce soit d'autre. Mais ça peut passer par des toutes petites habitudes simples. Dormir, boire, manger, aller faire son sport, aller faire des activités qui nous font plaisir. Rien de spectaculaire, mais juste des choses qui viennent valider votre confiance en vous et votre bien-être. Et ça à faire quotidiennement. Et je sais que c'est quelque chose que malheureusement je n'ai pas souvent fait et ça m'aurait permis justement d'avoir un meilleur équilibre mental. Donc, partie numéro 3, maternité et confiance en soi. Numéro 1, personne ne te prépare à la maternité. Je remercie ma mère de m'avoir fait croire que l'accouchement ne faisait pas mal. Merci maman. Après, chaque corps est différent. Il y a des femmes qui sentent pas trop, il y a des femmes qui sentent plus. J'ai senti et je m'en souviens encore aujourd'hui. Mais par contre, le corps médical va t'accompagner très facilement jusqu'au moment de l'accouchement. Et après, t'es solo. Voilà. Donc en fait, c'est très important que tu te renseignes avant, que tu étudies avant, que tu prennes rendez-vous avec des sages-femmes, avec des professionnels de santé qui sont un peu plus à l'écoute que juste le médecin généraliste. Ils le sont pas. Et personnellement, petit tips, je privilégierais si j'étais vous les sages-femmes au gynécologue. Numéro 2, ton corps après grossesse mérite du respect et du temps et de la bienveillance. Le corps a fait quelque chose d'extraordinaire. Je pense que les gens réalisent pas vraiment, mais mettre au monde un être humain, c'est pas comme aller faire ses courses. Il s'agirait de comprendre et de réussir à faire comprendre, surtout aux hommes, malheureusement, c'est que j'appuie dessus, mais c'est vrai, que ce n'est pas rien. C'est énorme. Et la quantité de femmes qui meurent encore en couche aujourd'hui, en fait, je pense qu'on réalise pas bien. Littéralement, ton corps ne te doit rien. Il te doit rien, c'est toi qui lui as fait subir ça. Je parle comme ça, mais parce que je me parle à moi. En fait, il va falloir que tu respectes ce corps, que tu en prennes soin, que tu l'aimes, que tu l'accompagnes et que tu lui laisses le temps de se remettre. J'ai vu tellement de transformations de femmes en 2 mois, boum, elles ont repris leur corps d'avant et c'est merveilleux, bravo. Vraiment, je vous applaudis. C'est pas mon cas. J'ai mis, je crois, 10 ou 11 mois à me mettre enfin dedans, à me reconnecter avec mon corps, à l'aimer un petit peu, à le comprendre un peu mieux. Je me rendais compte que ce corps avait mis au monde ma fille et ce corps le nourrissait. Mais j'ai mis du temps à le comprendre pour prendre soin de moi, plutôt pour avoir un meilleur mindset au début de mon postpartum plutôt que l'avoir si tard et m'en vouloir pour des choses en fait sur lesquelles je n'avais pas d'action possible à poser. Numéro 3, reprendre le sport trop vite en postpartum. C'est ce que j'ai fait. 7 mois postpartum, j'ai essayé de reprendre le sport, l'alimentation, des choses comme ça. J'étais pas prête. Au bout de 2 mois, j'ai laissé tomber. J'ai senti que j'étais pas prête et surtout, je me rendais compte que ça me faisait baisser, enfin, ça me faisait stresser, ce qui fait que ça me faisait baisser ma lactation. Je produisais du moins bon lait, je sentais que la petite était énervée au sein. Donc non, voilà, ça c'est pas possible. On reprend le sport quand on est prêt à reprendre le sport. Même si ça met 3 ans, c'est pas grave. Si ça met 4 mois, tant mieux. Mais on reprend le sport quand le mental est prêt. Numéro 4, être une bonne mère ne veut pas dire s'oublier. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir parce que j'ai fait tout l'inverse. Je me suis totalement dévouée à mon enfant et je ne me suis pas regardée. Je pense que je me souviens même pas si je me suis regardée une seule fois dans le miroir. Je prenais des photos de la petite souvent, très peu avec moi, ou alors c'est qu'on me voyait pas trop, ou de côté, ou de biais, ou de dos. Je laissais pas forcément les autres me prendre en photo et mis à part ma sœur qui a forcé à me faire des photos, d'ailleurs, sur toi, je n'en aurais pas eu de photos dans les débuts de vie de ma fille. J'aurais aimé prendre soin de moi plus tôt. Ça m'aurait évité en fait beaucoup de moments de tristesse et de bad parce que je me trouvais pas assez bien, parce que je voyais tellement de transformations, etc. Il ne faut pas se comparer aux autres. Chaque corps a son timing
timing. Et numéro 5, tu as le droit d'aimer la maternité et pourtant de la trouver difficile. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un tabou là-dessus. C'est soit t'aimes la maternité, soit t'aimes pas la maternité. En fait, non. J'aime être maman, mais la maternité, c'est dur. Tu mets de côté ta liberté, tu mets de côté tes priorités, en fait, tu changes ton existence, surtout en tant que maman, parce que je vois souvent cette phrase passer, dans une prochaine vie, j'aurais aimé être le père. Mais oui, mais parce que souvent, malheureusement, les pères, en fait, sont un peu plus déconnectés des enfants, surtout en bas âge. Ils ont moins cette charge mentale sur le nouveau-né ou le nourrisson. Donc oui, c'est vrai, c'est comme ça. La maternité, à proprement parler, c'est dur. Et la maternité, c'est toute la vie. Tu sors de la maternité avec un être humain et c'est pour toujours. Il n'y a pas de service après-vente. Tu vas pas redéposer le bébé pour le moment où tu es fatigué. Je remercierai jamais assez mes proches d'avoir été là pendant le début de mon postpartum parce que j'avais toujours quelqu'un sur qui me reposer. Et en fait, voilà, juste entourez-vous bien pour essayer de vivre la meilleure maternité possible. Et ça, si vous pouvez en fait l'anticiper pour savoir juste avec qui vous pouvez potentiellement être pendant ce temps-là, faites-le. Et ne vous attendez pas à ce que les gens soient automatiquement derrière vous parce que c'est pas le cas. C'est votre bébé à vous, c'est pas le bébé des gens. Même si ma sœur et mon frère pensent que c'est un bébé commun, pas du tout. C'est ma fille à moi. Donc désolé, j'ai changé de cadre parce que forcément la lumière baisse. Partie numéro 4. Numéro 1, tu vas changer et c'est normal. Dans mon cas, j'ai toujours eu extrêmement peur du changement. Je suis une personne de routine. J'aime quand c'est déjà carré, quand c'est prévisible. J'aime pas l'ultra spontanéité dans la vie. C'est pas mon truc. J'aime savoir à quoi m'attendre pour être sûr de ne pas paniquer. Juste à savoir que dans la vie, les choses vont changer et c'est normal. Faut juste savoir rebondir, savoir s'adapter pour vivre ce moment le mieux possible. Et surtout, il faut savoir que tes priorités, ta vie, ton rythme, tes habitudes s'accrochent à l'ancienne version de toi que tu es, mais surtout t'empêchent de devenir la nouvelle version de toi parce que ça sous-entendrait se jeter dans l'inconnu. Et ça, la plupart des êtres humains, la neuroscience le prouve, on déteste ça. Le cerveau aime quand c'est simple, quand c'est prévisible. Numéro 2, ne pas se comparer aux autres. Surtout dans mon cas, que ce soit dans le sport ou la maternité, ça sert strictement à rien de se comparer aux autres, à part te rendre malheureux ou malheureuse. Plus tu vas te comparer aux autres, plus tu vas créer dans ton cerveau en fait un schéma, une réalité qui n'existe pas. Parce qu'en fait, les autres sont les autres, toi tu es toi. Tu peux pas te dire que vu que un tel ou un tel a vécu ça comme ci ou comme ça, toi c'est pareil. C'est pas vrai. Personnellement, j'ai perdu mon poids de grossesse quasiment 1 an après la naissance de ma fille, en 6 mois. Ok. Il y a des nanas qui vont perdre leur poids de grossesse le premier mois de grossesse. Il y en a d'autres en fait, elles vont perdre leur poids de grossesse 5 ans après. Mais c'est pas grave parce que chacun dans ce monde a sa propre vie, a son propre rythme, a son propre chemin. Ça sert strictement à rien d'aller se comparer, que ce soit, et je le vois dans beaucoup de domaines, hein, dans le sport, au niveau des réseaux sociaux, des habitudes alimentaires. C'est pour ça que c'est bien en même temps, c'est pas bien. Mais quand les gens donnent des conseils justement sur les routines à adopter, etc. Oui, mais tout le monde ne peut pas. Faut vraiment réussir à s'adapter à chaque être humain. Et ça, c'est très compliqué. Numéro 3, tu es bien plus forte que tu ne le crois. Mon problème, c'est que j'ai toujours douté de moi. Et ça, c'est vrai. J'ai toujours douté de moi. Je me suis toujours dit que je n'étais pas assez, que j'étais pas capable de le faire. J'avais toujours, en fait, des pensées limitantes et c'est insupportable parce que dès que je voulais entreprendre quelque chose, c'était ces petites pensées-là, en fait, qui venaient trotter dans mon cerveau et qui m'empêchaient d'avancer, qui m'empêchaient de faire les choses que je voulais faire. Alors qu'au final, il suffit de reprogrammer son cerveau. C'est dur, c'est long, mais c'est faisable. On se dit souvent des choses positives. Donc, je suis capable de, je peux faire, je vais faire, plutôt que tout le temps se répéter, ah, mais ça c'est difficile, ah, mais ça c'est pas possible, ah, mais ça c'est incompréhensible. Il faut se rendre compte que, ah oui, d'ailleurs, sur le sujet, il y a un livre qui est super intéressant, c'est Ne croyez pas ce que vous pensez. C'est un livre de Joseph Nguyen. Je l'ai lu et en fait, c'est vraiment ce bouquin qui m'a permis de mieux comprendre, en fait, moi et ma relation toxique avec les pensées limitantes. C'est vraiment un livre hyper intéressant. C'est vraiment simplement votre cerveau qui vous envoie des informations pour éviter que vous sortiez de votre zone de confort, pour éviter, en fait, de le brusquer. Parce que pour lui, il part du principe que si vous voulez faire quelque chose qu'il ne connaît pas, en fait, c'est un danger. Donc si c'est un danger, on ne fait pas. Et tout de suite, en fait, pour réussir à faire en sorte que vous ne fassiez pas ce que vous avez envie de faire, il vous envoie ces pensées limitantes. J'ai vraiment subi ça très longtemps et encore jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que je me dise, en fait, ce ne sont pas ces pensées limitantes qui vont déterminer la Jessica dans 5 ans. C'est hors de question. Et c'est absolument pas quelque chose que je veux pour moi et c'est absolument pas un exemple que je veux montrer à ma fille. Numéro 4, tu peux devenir qui tu veux. J'ai toujours eu l'impression, en fait, que, bon, après, c'est aussi comme ça qu'on a tous été formatés, hein, depuis la maternelle pour la plupart. En fait, on doit loger dans une case et ne pas bouger de cette case. Surtout, malheureusement, dans la société française, c'est très souvent comme ça. On est telle personne, en fait, on doit faire telle chose. T'as pas le droit de faire autre chose. Et si tu fais autre chose, en fait, t'es quelqu'un de bizarre. Alors que pas du tout. C'est toi qui détermine qui tu vas être plus tard. C'est pas Pierre-Paul Jacques ou ton prof en 6e ou même ton directeur de boulot. Tu peux devenir qui tu veux à partir du moment où tu le décides et où tu mets des actions en place pour le devenir. J'aurais bien aimé savoir à cette période-là qu'effectivement, les choses que je voulais mettre en place et qui arrivent aujourd'hui, j'aurais pu les mettre en place bien plus tôt et avec moins de souffrance. Et dernier point, prendre soin de soi. C'est un acte d'amour à long terme. Je sais, c'est une phrase assez cliché, c'est vrai. Prends soin de toi parce que personne ne le fera à ta place. C'est une chose que j'aurais voulu me dire et une chose que, en tout cas, j'espère, grâce à cette vidéo, je pourrais me redire en la regardant. Si tu ne prends pas soin de toi, personne ne va le faire pour toi et personne ne va vouloir le faire pour toi. Donc c'est à toi de mettre tes barrières dans les sujets qui te dérangent. C'est à toi d'apprendre à dire non. C'est à toi de prendre soin de ton corps. C'est à toi de prendre soin de ton mental aussi. C'est à toi de t'instruire. C'est très important de prendre soin de toi à tous les niveaux. Et surtout, prends en toi parce que personne ne croira en toi à ta place. Et donc, si je pouvais parler
donc à la moi de 20 ans, ce que je me dirais, c'est sois plus douce, écoute-toi, parce que tu fais déjà de ton mieux. La caméra s'est coupée, et donc comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite à tous une bonne semaine.